les choix sont bons. Tu vois, peu importe le choix que je fais, à partir du moment où j'ai choisi, il est bon. Après, je vais forcément analyser ensuite, une fois que, tu vois, à un moment donné, je vais réussir à me dire, bon, bah, ok, là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Comment tu pourrais faire différemment la prochaine fois? Mais en tout cas, quand je m'engage dans un truc, je le fais à 100%. Vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous un frappé au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Toutes et tous partagent à mon micro des récits inspirants qui vont vous faire passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. La vie est trop courte pour être normale, il faut rester extraordinaire. Voici ce que je retiens de mon échange avec Antonin Chiberch, qui est l'incarnation même de cette idée. Bachelier à 15 ans, il est le premier Français au classement du championnat du monde individuel 2024 en ice cross. Il évolue pendant 8 ans dans la finance pour de grandes multinationales et il est aujourd'hui entrepreneur et engagé pour le développement d'une école qui accueille des enfants pas comme les autres. Un parcours singulier pour un homme qui l'est tout autant. Je vous souhaite une excellente écoute et juste avant ça, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui soutiennent financièrement le podcast sur Tipeee. Si vous souhaitez les rejoindre, le lien est en description. Autrement, rendez-vous sur Tipeee, tipeee.com/les-frappés. Merci beaucoup. Eh bien écoute, bienvenue Antonin sur le podcast, je suis super content de te recevoir. Je pense qu'on va parler de plein de choses, de reconversion, de parcours pro, de sport, et d'un sport en l'occurrence que je connais assez peu. Donc bienvenue sur le podcast. C'est cool, bah merci beaucoup Loïc. Je suis ravi, j'ai la patate, donc c'est trop bien. Enfin, je dis un sport que je connais assez peu, mais figure-toi que, alors j'aurais des questions pour toi sur depuis quand ce sport existe, à quoi ça ressemble en France, mais j'ai fait un stage en Amérique du Nord pendant 1 an et j'étais basé à Montréal et j'étais allé à Québec et il y avait une compétition c'est Ice Cross du coup, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, À en mode l'époque, Red Bull. ouais, c'est ça. À l'époque, toi, ça devait s'appeler, Red Bull Crash Ice. Ah C'est ouais, c'est ça, c'était yes. en 2015, non? Un truc comme ça, C'était non, 2015-2016? même avant, c'était 2011. Ah ouais, OK. Ouais, 2011-2012 et c'était un truc de fou parce qu'ils avaient, toute la ville de Québec. Donc tu es déjà allé à Québec? Ouais, bien sûr, bien Voilà, sûr. tu vois? Donc tu as une ville, c'est construit sur une colline, enfin, ouais, une colline et donc en fait, ils partaient du château Frontenac, donc Ouais. vraiment au plus haut point, devant le château et ils descendaient dans les rues. Ils avaient fabriqué C'était Red Bull qui avait fabriqué les rampes, de glace et cetera, jusqu'en bas au niveau du Saint-Laurent, en fait Ouais, dans tout le Vieux-Québec, et en fait, ça ouais, passait dans le exactement. Vieux-Québec et tout, c'est C'est magnifique. ça et c'était hallucinant à regarder. Enfin, c'était hyper visuellement, c'était hyper impressionnant. Ouais. Donc mais voilà, c'est la seule compétition de ton sport à laquelle j'ai assisté. Ah bah, c'est énorme, tu connais déjà bien. Ouais. Tu connais déjà bien. Et puis tu étais dans les tu vois l'endroit où faut être pour en faire quoi. Parce qu'il fait froid, parce que, ils ont une culture du patinage et du hockey qui est assez développée au Canada. Ouais. Et ouais, puis enfin en fait c'est mon pays préféré, pour en faire. Donc c'est Trop cool. bien. Bah, voilà, après cette petite intro, partant pour que tu nous expliques, alors attends, on va commencer par quoi? Parce qu'il y a tellement de choses, Ouais, dans ce que tu as fait. Peut-être ton parcours dans les grandes lignes, tu vois, les gros jalons, ouais. ce que tu as fait comme formation, tes débuts pro, la place du sport dans tout ça et puis, la bifurcation, qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui? OK. Ben, donc du coup, je m'appelle Antonin, je suis né à Annecy, en Haute-Savoie, en 90. Donc ça veut dire que j'ai 33 ans, bientôt 34. Je suis célibataire, ça c'est vachement important. Heu et en fait, donc j'ai fait des études, donc j'ai eu un parcours,
chaotique, au niveau des études, dans le sens où, depuis que j'ai, 7-8 ans, j'ai été suivi par, des psychologues de l'éducation nationale, parce que quand j'avais 4 ans, quand je suis arrivé en cours, en fait, finalement, dans l'éducation nationale, ma première maîtresse s'est rendue compte que je régressais quand j'arrivais à l'école. Je savais quasiment déjà lire, presque écrire, et au bout de 3 mois, je parlais plus. Donc on a commencé à me faire passer deux trois tests, on a vu que j'avais une façon de fonctionner qui était un peu différente, des autres cognitivement. En fait, ce dont se sont rendus compte les psychologues de l'éducation nationale, c'est que mon hémisphère gauche et mon hémisphère droit, se connectent, de manière, rapide, synchrone et fulgurante. Ce que ça veut dire en gros, c'est que face à toutes les situations, de ma vie, que ce soit pour aller me prendre un café, une interaction avec une personne ou quand je fais du sport, en fait, ma rationalité et mon émotion se mélangent très rapidement. Donc OK. ça me permet de, pouvoir faire des choix, grâce à mon intuition, mais aussi ça fait que je vais très vite m'ennuyer si je suis pas stimulé. Et donc les profs ont capté ça assez rapidement, ce qui fait que j'ai sauté quelques classes, au fur et à mesure de mon parcours. Je suis allé en Australie aussi quand j'avais 12 ans en famille d'accueil pour, apprendre l'anglais. Et puis, arrivé au bac, j'étais assez jeune quand j'ai eu mon bac, j'avais 15 ans, donc je savais pas trop quoi faire. Mes parents ont cru bon me mettre dans une école de commerce parce que, bah, finalement, tu vois, ça les rassurait un petit peu, de se dire qu'en payant une année, il y allait avoir un encadrement et cetera. Puis finalement, j'allais jamais en cours. J'ai repiqué cette année, je suis parti à la fac en deuxième année en langue étrangère appliquée. En fait, pendant les 3 ans après le bac, j'ai un peu fait n'importe quoi. J'ai fumé des pétards, je me suis drogué, et cetera, et jusqu'au jour où je me suis rendu compte que finalement, j'allais pas être heureux comme ça et qu'il fallait que je me mette à bosser pour être heureux. Donc là, tu avais 18 ans au moment de cette prise de conscience? Exactement, voilà, exactement. Et là, j'ai repris des études donc à la fac de Toulouse, l'université Capitole et plus précisément la Toulouse School of Economics, qui à l'époque était, dirigée et toujours dirigée, je crois maintenant par, Jean Tirole. J'ai fait donc 3 ans là-bas, dont une année, à l'étranger comme toi, sauf que j'étais aux États-Unis, en Californie. En rentrant, j'ai fait un master en finance, puis une année de césure entre mon master 1 et mon master 2, et puis je suis monté à Paris pour mon master 2 faire un master en finance de marché, et là, c'était, je pense, une des années les plus difficiles de ma vie parce qu'en fait, j'arrivais de l'IAE de Toulouse, donc la fac, et tous les mecs qui étaient là et toutes les filles qui étaient là, en fait, c'était soit des gens qui avaient fait Dauphine sur tout leur cursus, soit des gens qui étaient pris, en dernière année, qui venaient de Centrale, Polytechnique, et Ah tout oui. ça. Et en fait, j'avais un retard, énorme en maths, et tout, donc j'ai fait que taffer cette année. J'ai réussi à la valider, tant bien que mal, et puis ensuite je me suis lancé dans, 8 années, en finance de marché. On pourrait y revenir, mais en fait, mon parcours, il est jonché de chance, de rencontres. Et voilà quoi. Donc j'ai fait 8 ans en finance de marché, 2 ans à Hong Kong, en VIE. Donc le VIE, c'est, le seul truc qui reste du service militaire, volontariat international à l'étranger. À l'époque, nos parents, nos papas, en l'occurrence, ils devaient faire un service militaire de 1 an ou de 2 ans. Soit ils partaient, avec l'armée, soit ils pouvaient faire, une mission à l'étranger avec une entreprise française. Aujourd'hui, il y a plus de service militaire, mais il y a encore ce truc de mission à l'étranger. J'ai fait ça donc 2 ans à la Société Générale. Je suis rentré, à Paris en CDI, où j'ai bossé 3 ans, où j'étais structureur. Donc, structureur, c'est, finalement un ingénieur dans la finance. En fait, on conçoit des produits financiers. Et puis j'ai voulu rentrer en Haute-Savoie, au bout donc de 3 ans à Paris. J'en avais marre de me faire marcher sur les pieds, par les gens dans le métro, et puis surtout la montagne me manquait. D'autant plus qu'on est parti nous de la montagne quand j'avais 12 ans, parce que mon père s'est fait licencier de son entreprise, on était nourris, logés, et finalement on s'est retrouvés à la rue, donc on était obligé de partir dans des conditions assez difficiles, et je voulais recréer un foyer familial, en Haute-Savoie. Donc je me suis installé ici à Doussard, au sud du lac d'Annecy. Faut pas trop le dire parce qu'en fait c'est magnifique, il y a pas encore grand monde.
Mais j'espère quand même que ton podcast sera écouté, et d'ailleurs il est enfin voilà, j'adore ton podcast donc à l'occasion de te le dire aussi. Donc j'ai bossé donc en Suisse quand je suis arrivé en Haute-Savoie, pour une société qui s'appelle BlackRock, qui est une des sociétés qui dirige les flux financiers, mondiaux. En gros, cette boîte, elle détient à peu près, au minimum 5 dans toutes les entreprises cotées au monde. Hem Et donc je me suis dit quand j'ai été pris là-dedans, on a fait quand même beaucoup d'entretiens, j'ai fait 9 ou 10 entretiens pour pouvoir être pris. Quand j'ai été pris dans cette boîte, je me suis dit: «Ben, c'est la dernière boîte dans laquelle tu vas travailler en finance parce qu'en fait, tu arrives à l'apogée, quoi». Et j'ai fait 1 an. Ensuite, j'ai quand même continué dans une autre boîte en finance qui s'appelle Amundi, qui est aussi un des leaders, mais le leader européen. Et puis, je me suis reconverti dans le climat pour, l'histoire de 4 mois, où j'aidais les entreprises à calculer leur empreinte carbone. Et puis, là, j'ai découvert le ice cross. Et donc voilà, je fais peut-être une petite pause là et puis enfin, à moins que tu veuilles que je Yes. continue, mais en tout cas, voilà, Non, ça aujourd'hui, fait j'en suis déjà là. OK, bon balayage. Ouais, alors BlackRock, s'il y en a qui sont pas familiers, c'est un peu un nom, je sais pas, c'est un peu l'équivalent de Apple dans la tech ou ce genre de boîte. C'est, bah, en fait, c'est le plus gros, fonds au monde, il me semble, non? Ils Ouais, ont c'est quelque ça. chose comme, quoi 10-12, trilliards de enfin trillions, je sais même pas comment on dit en français, Ouais, il gère 6 fois de le PIB gestion. de la France en tout. Ouais, voilà, ouais, donc Ouais. une boîte qui a un petit impact, en tout cas une petite influence. OK, bah, punaise quel parcours! Je voudrais bien revenir, alors je précise, hein, je le dis, enfin je le précise de plus en plus régulièrement, la manière dont je prépare les échanges, en fait je les prépare très peu, pour garder, un maximum de surprises pour moi déjà, voilà, c'est une approche très Ouais. perso, comme ça c'est cool pour moi et puis comme ça mes réactions sont vraiment authentiques et les questions sont enfin naturelles donc Ouais, voilà, je c'est savais pas super du cool. tout, tu vois, cette phase de l'enfance. Du coup, la question que j'ai pour toi, enfin, je suis pas du tout psy, enfin, j'en sais absolument rien, mais ce que tu me décris, est-ce que c'est une forme d'autisme ou c'est complètement différent? Alors, c'est pas de l'autisme, on appelle ça aujourd'hui, on appelle ça le haut potentiel. Ah, c'est ça, OK. À l'époque, on m'appelait enfant précoce. En fait, c'est des noms qui sont compliqués, je trouve, parce que finalement, tu vois, précoce, ça veut dire que tu vas plus vite, au potentiel intellectuel, c'est OK, bon d'accord, mais tu vois, par rapport à quoi? Par rapport à qui? Ce que ça veut dire, en fait, c'est que le fonctionnement que j'ai, il est différent des autres et que, voilà, tu vois, Heu, tout tout se mélange assez rapidement dans ma tête, quoi. Tu vois? Mes connexions neuronales se font assez vite. Et puis, tu vois, à l'inverse de ce qui peut être dit dans les médias aujourd'hui, moi, je trouve que c'est super cool. C'est une chance pour moi. Alors, évidemment, il y a des galères, mais dans la vie de tout le monde, il y a des galères. Et en fait, c'est cool, quoi. Et je m'en sers aujourd'hui d'ailleurs dans mon sport, dans mon entreprise, dans tout ça. Par contre, si tu veux, on pourra revenir aussi sur, l'autisme, et tout ça parce qu'en fait, dans ma vie aujourd'hui, j'ai 3 casquettes. Une casquette de sportif, donc je fais du ice cross, une casquette de chef d'entreprise, et une casquette de transmetteur, où là, je suis parrain d'une école justement qui accueille des enfants autistes. D'accord, OK. OK, bah, écoute, je me note ça, ça fera une porte de plus à ouvrir. Très bien. Oui, bah, par rapport à ce que tu dis, enfin, il y a des avantages et des challenges, à ta situation. J'imagine que se retrouver en école de commerce post-bac, à 15 ans, ça peut ouais, ça peut apporter son lot de challenges. Ouais, ouais, carrément. En fait, jusqu'à mes 20, on va dire, quoi, 23-24 ans, tu vois, j'ai eu de l'avance, et j'ai toujours cherché à me fondre dans la masse. Tu vois, à faire en sorte d'avoir des potes, à m'adapter tout le temps, à être toujours en suradaptation finalement. Et donc du coup, j'ai eu du mal à me trouver, moi-même et même je refusais un peu qui j'étais, quoi. Donc ouais, c'était compliqué. Bah, tu vois, à cette époque-là, quand j'avais 15 ans, mes potes, ils avaient 18 ans, 19 ans. Bon, bah, pour rentrer en boîte, c'était compliqué, mais on y arrivait, hein, mais c'était compliqué. Et puis je suis passé par une phase où en fait, je m'intégrais via la teuf, via l'alcool, via la drogue, via tout ça
et ouais, c'était une phase qui était pas évidente dans ma vie, mais qui avec le recul aujourd'hui m'a beaucoup servi, notamment pour, réussir à m'adapter dans tous les environnements, quoi. Mmh. Et à cette époque, la place du sport dans ta vie, c'était quoi? Ouais, ben, il y en avait pas. Il y La en avait pas. difficulté, c'est que j'ai commencé le hockey sur glace à 3 ans, j'en ai fait de 3 à 12 ans. Tu sais, nous, en Haute-Savoie, quand on fait du hock enfin, quand on en fait, quand dès qu'on sait marcher, on nous met sur des patins et sur des skis. Puis à l'âge de 9 10 ans, on nous demande de choisir, tu vois? Est-ce que tu veux faire du ski plutôt ou du hockey? Ben, moi, j'ai choisi le hockey, et à 12 ans, on a déménagé. On a déménagé dans le sud-ouest, un petit village qui s'appelle Castéra-Verduzan dans le Gers, et en fait, il y a pas de patinoire là-bas et donc j'ai dû arrêter le hockey, tu vois? J'ai arrêté le OK, hockey de 12 jusqu'à, 22 ans, d'accord. voilà et donc effectivement, ouais, ça me manquait, quoi. Mmh. OK, et donc sur le parcours pro, pourquoi la finance? Pourquoi finalement, pourquoi les choix que tu as fait? C'était quoi le driver? C'est la chance. En fait, c'est tout un truc de chance. En gros, pourquoi la finance dans mes études? C'est que quand j'étais en licence, donc j'ai fait une licence en économie et gestion. Quand j'ai fait, économie et gestion, il y avait deux trois cours de finance et puis en fait, j'étais bon. Je dis pas que j'aimais ça, hein, mais j'étais bon. Et donc j'ai fait un master 1 en finance. Ensuite, entre mon mas je me suis fait virer de mon premier stage, en finance. Je te passe les détails, c'est un peu, ça sert pas à grand chose de les expliquer, mais en tout cas, je me suis retrouvé, la semaine d'après à un mariage, à côté, d'un gars. Donc je m'installe, tu vois? Et puis le gars me dit: «Salut, qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Je lui dis: «Bah, je viens de me faire virer de mon premier stage, quoi». Il me dit: «Ah ouais, mais tu veux faire quoi et tout?» Et en fait, 2 semaines avant, j'avais postulé à des jobs à New York parce que je voulais absolument partir à New York, à des jobs de structureur. Tu vois? Je savais pas trop ce que c'était et tout, mais je postulais un peu partout, quoi, tu vois? Et puis il y a un gars qui m'a rappelé, il s'appelle Folco Cioni, je me rappelle encore, il m'a rappelé, il m'a dit: «Putain, mec, ton profil, il est vraiment incroyable, on a envie de bosser avec toi. Le problème, c'est qu'on a des problèmes de visa, on peut pas trop te faire, te prendre, mais je voulais vraiment t'appeler pour te dire que, ben, tu nous as plu, quoi». Et donc là, au mec qui était à côté de moi au mariage, bah, je lui ai dit: «Bah, je veux être structureur», tu vois? Et alors que je savais pas du tout ce que c'était, quoi, hein. Et et le gars, il m'a dit: «Bah, écoute, on va voir ce qu'on peut faire, envoie-moi ton CV», donc c'était le cousin de ma copine de l'époque et en fait, il se trouve que c'était, un des big boss d'une boîte qui s'appelle Lyxor, et qui était détenue par la Société Générale à l'époque, qui maintenant est détenue par Amundi et puis, en fait, mon parcours en finance a commencé ici. J'ai fait ce stage. Ensuite, pendant ce stage, le boss de l'équipe avait fait le master 203 à Dauphine. Il m'a fait une lettre de recommandation, donc j'ai réussi à aller à l'entretien jusqu'à Dauphine, enfin à Dauphine, pour le master, quoi, et puis à l'entretien, en fait, il se trouve que la directrice du master avait fait sa thèse avec la directrice de mon master à l'IAE, donc elles se connaissaient bien. Enfin, tu vois, c'est un truc, et puis j'étais donc le vilain petit canard là-bas, à Dauphine, mais bon, écoute, ça s'est bien passé, donc je sais plus pourquoi. Oui, pourquoi la finance? Donc pour ça et puis aussi parce que finalement, en fait, ça me permettait de voyager. Ce qui m'a toujours plu, c'est de découvrir de nouvelles choses, et grâce à la finance, finalement, j'ai étudié, en Californie, j'ai travaillé à Hong Kong, et puis, j'ai pu, retourner, là où j'habite, j'ai retravaillé à Genève. Donc c'est vraiment le fil conducteur, c'est le voyage et puis aussi ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur, les forces en puissance dans notre société, en tout cas, d'un point de vue, financier. Mmh. Tu vois, j'ai compris comment fonctionnait la Chine, comment fonctionnaient les US, comment fonctionnait la géopolitique et ça vraiment enfin c'est super cool, quoi. Et peut-être dernière question sur le parcours pro. BlackRock, c'était comment, au-delà enfin, le process visiblement avait l'air, méga long. Ça me fait penser un peu au process Apple, tu vois? Je crois que Ouais. j'avais eu 6 entretiens, mais c'était comment une fois, tu vois, une fois à l'intérieur? Sur ce que tu peux partager? L'ambiance, tu vois, les attentes, les enjeux? Ah bah, écoute, je peux partager absolument tout, hein, puisque j'y suis plus et puis, finalement la finance c'est derrière moi et puis, je me suis dit avant ce podcast, tu vois, mon objectif c'est d'être all in. Donc, si tu as une question un peu qui dérange, vas-y, hein, je suis à fond. Ah, je t'entends plus, Antonin. L'ambiance de l'intérieur, c'était vachement intéressant de voir comment fonctionne une grosse machine, en fait. Hem
Alors ce que je vais te dire, ça va être vachement en rapport avec ce que j'ai vécu en Suisse. Parce que finalement, tu vois, étant donné que c'est une grosse boîte, c'est multiculturel, moi j'étais vraiment dans l'ambiance suisse. L'ambiance suisse, elle est assez, étonnante et compliquée à manœuvrer en étant français, dans le sens où, ben, à Genève, ils parlent tous français, sauf que la culture est vraiment différente. Donc on pourrait croire qu'on se comprend très facilement, mais c'est assez chaud. Tu vois, moi, par exemple, on m'a reproché d'être trop français. Hem, et puis l'avantage de cette grosse boîte, c'est que finalement, tu vois, ils ont des recherches qui sont assez poussées, des process qui sont aussi poussés, mais c'est dans toutes les grosses boîtes, il y a des failles. Tu vois, par exemple, ils ont pas su gérer, mon haut potentiel. Ils ont pas su me fidéliser en tout cas. Hem, voilà, je sais pas quoi te dire de plus à moins enfin, sauf si tu as des questions vraiment précises et là, je suis chaud. Heu, Bah, c'était plus par rapport, tu vois, l'ambiance de travail. Est-ce que tu as vraiment vu, enfin l'ambiance, les exigences, les méthodes, est-ce que tu as vraiment vu une grosse différence dans une boîte qui a une réputation quand même, un peu de ouf? ouais. Ou est-ce que finalement, pas tant que ça, c'était un peu comme, toutes les boîtes précédentes, par lesquelles tu étais passé? Ouais, alors, la je me suis pas senti aussi bien qu'à la Société Générale, ça c'est sûr. La Société Générale, je me suis vraiment senti super bien, tu vois? Ils ont su manœuvrer, qui j'étais, ils ont su gérer. Par contre, tu vois, il y a des trucs qui m'ont un peu choqué. Quand j'étais chez BlackRock, ma responsable un jour, tu vois, j'étais rasé, il y a 2 jours, tu vois? Elle m'a dit: «Bah là, tu rentres chez toi, tu vas te raser, quoi». Ah ouais, Tu vois, ou des trucs où, je mâchais un chewing-gum, tu vois? Et puis finalement, elle m'a dit que j'étais complètement irrespectueux de mâcher un chewing-gum, en entretien, tu vois? Enfin des trucs où, tu comprends pas trop, les techniques de management, quoi. Mais encore une fois, ça c'est lié, je pense, à là où j'étais, chez BlackRock et c'est pas forcément le fonctionnement de BlackRock qui est comme ça. ouais, Hem Ouais, j'ai pas vu de grosses différences, en fait. OK, D'un point de vue, systémique, il y a pas beaucoup de différence. OK. Si ce n'est que la marque est beaucoup plus connue et beaucoup plus réputée, et donc du coup, quand tu tiens en public, finalement, tu te sens, enfin, je me sentais moi, avoir une responsabilité particulière, quoi, tu vois? Ouais, 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 je vois. Un peu comme Apple, je pense, Ouais, parce qu'on est écouté, en fait. Le moindre mot qu'on va prononcer, analysé, et ouais, il y a une légende autour de BlackRock, c'est sûr. mmh, Là où ils sont très forts, c'est le marketing, en tout cas. OK. Intéressant, super intéressant. Et donc on arrive à la phase de transition. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment est-ce que tu as décidé de laisser la finance derrière toi? Est-ce que ça a été, vraiment un déclic et un ras-le-bol et claquement de porte? Est-ce que c'est finalement une transition que tu as préparée et que tu as planifiée? Heu, ça a été quoi, le schéma? Putain, ouais, ça, c'est chaud comme question. C'est bon, mais c'est chaud. Alors, en fait, c'est un peu un mélange de tout. Donc, si tu veux, quand j'étais chez BlackRock, j'avais déjà des idées et des envies d'entreprendre. Et mon process, il a été assez long entre le moment où j'ai eu envie d'entreprendre et le moment où j'ai créé ma boîte. Ça a dû mettre environ 2 ans et demi, tu vois? Dans mon process d'entreprendre, j'ai écouté des podcasts, j'ai, regardé des interviews sur YouTube, j'ai lu des bouquins et en fait, bah, je notais souvent des idées que j'avais, tu vois? Des idées de boîte ou des idées de business, et cetera, et à chaque fois, en fait, que j'avais une idée et ben, j'essayais de la développer avant de lancer la boîte, j'essayais de la développer, puis je voyais toujours un truc qui allait bloquer. Donc ça, c'est la première partie du process. Ensuite, j'ai quitté BlackRock, je suis allé chez Amundi, je vivotais un petit peu et puis je me suis rendu compte que j'étais un peu frustré, quoi, tant dans ma vie qu'avec ma copine, que dans le sport que je pratiquais qui était le hockey sur glace, parce que j'ai repris le hockey sur glace à 22 ans. Au hockey sur glace, j'étais frustré et puis un jour, je me retrouve dans un bar avec un pote, et puis il montre à la télé, tu vois, des mecs qui descendent des pistes de glace à 65 km/h.
qui prennent environ 20 décisions en 45 secondes, qui s'éclatent contre les balustrades et les mecs, ils s'amusent, quoi. Et putain et Robin, mon pote, il me dit: «Mais c'est ça que tu devrais faire, en fait». Et je dis: «Bah ouais, tu raison, je vais faire ça, quoi». Et donc je me lance dans la première course, c'est une course en Russie et puis je me luxe l'épaule. Je fais quand même la course, hein, mais je me luxe l'épaule et puis je dois me faire opérer, de l'épaule parce que je me dis: «Pour être compétitif, t'as besoin de te faire opérer, quoi». Je suis un mec qui est assez compétitif, même très compétitif. Dans tout ce que je fais, j'ai toujours envie d'être le meilleur. Pas parce que je veux être le plus fort et que je veux qu'on me regarde, mais parce que mon fonctionnement fait que, si je me donne pas les moyens d'être le meilleur, je vais pas être heureux. Hem et donc je me lance donc dans cette première course, je me fais opérer de l'épaule et puis, juste après m'être fait opérer, EcoAct, la boîte dans laquelle je bossais, et pour laquelle j'étais encore en période d'essai, ma boss m'appelle, avec son N+1 et puis ils me disent: «Bah, en fait Antonin, tu trop en avance par rapport à là où en est la boîte». Et puis, bah, OK. en fait Antonin, on va se séparer de toi, quoi. Et là, tu vois, là, je me suis dit: «Bah, mec, en fait, c'est bon, quoi. Là, il faut que tu crées ta boîte, quoi». Alors, j'ai créé la boîte, je savais pas ce qu'elle allait faire. Heu, Tu vois, je me suis dit: «En fait, c'est trop là pour toi. Tes 3 dernières expériences, en fait et même tes 3 dernières expériences, tu as essayé, tu as fait des efforts pour t'intégrer à la boîte, pour, essayer d'être, tu vois, de rentrer dans le moule, et cetera et puis, en fait, ça marche pas, mec». Donc j'avais un choix à faire. Tu sais, à 31 ans, mon choix, c'était soit, ben, je continuais à gagner, beaucoup d'argent, pas, énormément comme les mecs qui bossent dans la tech, tu vois, les game designers ou les mecs comme ça. Bon, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Tu vois, chez BlackRock, je touchais, 8 000 € par mois, quoi, en Suisse. Donc soit je continue à gagner beaucoup d'argent, et puis du coup, j'effaçais une partie de moi, soit, je créais une boîte et puis je prenais des risques, mais au moins je pouvais être moi-même. Attention, je dis pas que quand on bosse dans des grosses boîtes et qu'on gagne 8 000 balles, on efface forcément une partie de soi, hein. Mais en tout cas, moi, c'était mon cas. Enfin, j'arrivais pas à me fondre, dans cette masse. Et puis je me suis rendu compte surtout, que, les entreprises, les grosses boîtes, elles avaient du mal à fidéliser et à motiver les profils comme le mien dans le long terme. Donc les hauts potentiels. Et puis, parce que c'est difficile pour elles, en fait. Parce qu'un haut potentiel, tu vois, il a toujours besoin d'être stimulé, il dit ce qu'il pense quand il le pense, et c'est ça qui se rapproche un petit peu de l'autisme, peut-être c'est pour ça que tu as fait l'analogie tout à l'heure. Mais je me suis rendu compte que c'était difficile pour elles. Donc je me suis dit, en fait: «Bah, écoute, tu crées ta boîte pour être toi-même». Donc l'objectif de la boîte que j'ai créée qui s'appelle Loangazer, l'objectif initial, c'était de stimuler, les profils à haut potentiel intellectuel. Et puis, bon, donc j'ai fait un site internet, où il y avait pas d'offre en fait, hein. Juste, je décrivais la boîte. Et puis au début, ce que je me suis dit, c'est que j'allais pouvoir proposer mes services, en finance à des entreprises pour 5 ou 6 mois en leur disant: «Bah, regarde, plutôt que d'embaucher quelqu'un en CDD, prends-moi en mission, je rentre dans ton équipe et puis à la fin, je fais ce que je sais faire». C'est-à-dire, je te fais un rapport sur ce que je pense, de la boîte, comment est-ce que je vois que vous pourriez corriger des choses et ce qui m'a plu. Bon et je lance cette boîte et puis, je fais ma première vraie saison de Ice Cross du coup. Et là, bah, c'était un truc de ouf. Tu vois? C'était vraiment un truc de ouf. J'ai fini, 55e mondial et puis surtout on a gagné une médaille d'or par équipe, incroyable. Et quand je rentre, en fait, il y a des gars qui commencent à me contacter en me disant: «Bah, on aimerait bien que tu viennes faire des conférences, dans les entreprises, pour, parler de ton sport, parler de la prise de risque» et cetera. Donc j'ai commencé à facturer, à faire mes premières factures en conférence, en fait. OK. C'était pas du tout ce que j'avais prévu de faire, mais voilà, bon, ben, ça faisait rentrer de l'argent et un jour, je te fais toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui, ça va être assez rapide, hein, Yes. encore, une petite minute, mais hem, c'est important pour le fil conducteur. Et puis en fait, un jour, je me dis: «Bah, il faut que j'offre, des conférences pour transmettre à des enfants». Parce que j'avais envie de tester le truc et
je pense qu'il y a rien de mieux que des enfants pour tester si tu dis des conneries ou si tu dis pas de conneries parce qu'ils ont pas de filtre et tu vois tout de suite, leur réaction et puis moi, j'ai fait une école hors contrat quand j'étais en quatrième. Donc en quatrième, quand je suis arrivé en quatrième, j'avais, déjà sauté, 2 classes mais c'était un peu chaotique, les profs me supportaient plus, et donc j'étais dans un collège hors contrat, donc qui est ni privé ni public, qui est pas sous contrat d'État, en fait. Et j'ai cherché, collège hors contrat, au potentiel, autour de moi, tu vois, à Annecy. Et puis j'ai vu une école qui s'appelle Mon École Extraordinaire, qui accueille des enfants qui ont des math skills. Donc c'est autistes, dyslexiques, dysphasiques et au potentiel intellectuel et dyspraxiques et des enfants avec des TDAH aussi. Et puis je lui ai proposé, de faire une intervention gratuite et puis de fil en aiguille, je suis devenu le parrain de cette école. Je me suis tellement bien entendu avec la directrice qu'elle est devenue mon associée et aujourd'hui, OK. et ben, en fait, on a une offre qui est bien rodée, qui est bien construite, parce qu'en fait, on a un cabinet de compétences comportementales et d'inclusion. Donc on aide les entreprises à développer le savoir-être de leurs salariés et puis on aide aussi les entreprises à, intégrer, la neurodiversité à, leur staff et à leur process. En fait, ça fait 8 ans que Félicie, elle gère, cette école et donc elle a construit un modèle, si tu veux, pour, faire en sorte que ces jeunes, soient heureux et performants, parce qu'elle a 100 de réussite au brevet. Ce modèle-là, on l'a adapté et on l'applique au monde de l'entreprise. Excellent, excellent. Punaise. Et du coup, enfin, c'est hyper intéressant. C'est fou de voir le cheminement, tu vois? De lancer la boîte sans savoir ce qu'elle va faire et de fil en aiguille, de rencontres et cetera, tu en arrives à une mission heu, qui est finalement assez claire et à impact, donc trop bien. Ouais, je pense que Et l'intention, c'est le truc qui fait la diff dans ouais, toutes les prises d'initiative. ouais. Et comment tu as articulé du coup au fil des mois, au fil des ans, le la pa ta vie entrepreneuriale et ton parcours, dans le sport? Pour l'instant, c'est freestyle. Heu, pour l'instant, c'est freestyle. Bah, tu vois, ça fait 2 ans là que la boîte elle est lancée et que j'ai commencé le ice cross et j'avais besoin de m'associer parce que tout seul, j'aurais pas pu continuer. Par contre, j'ai pas forcé l'association, tu vois? Je suis pas je j'ai pas, mis une annonce: «Recherche un associé» et cetera. J'ai laissé la vie et laissé mon intuition et mon intention, faire les choses et en fait, j'ai eu de la chance. Je pars du principe que la chance, c'est, quelque chose que tout le monde a, mais qu'il faut que chacun trouve ses catalyseurs, tu vois? Et pour moi, les catalyseurs, c'est mon environnement et le fait de bien me connaître. Tu vois, j'essaie de maîtriser mon environnement un max, enfin, en tout cas de le choisir. Tu vois, je sais dire non, je sais dire oui et je sais laisser partir les gens aussi. Et puis ensuite, je fais de la prépa mentale, beaucoup et ça m'aide beaucoup, 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 beaucoup. Je suis accompagné d'une docteure en neurosciences, qui s'appelle Lydia Bellès, qui est incroyable. Tu vois, déjà elle est quadrilingue, et puis elle a des techniques qui sont redoutables, tellement elles sont simples et efficaces. Donc ouais, c'est freestyle, mais il y a un fil conducteur, quoi. OK. Finalement, est-ce que tu dirais que tu es, plutôt adepte, tu vois, de cette notion de faire confiance à la vie, en gros, de mettre toutes les chances de son côté en lançant des actions, voilà, en étant en mouvement, mais sans non plus trop se prendre la tête et essayer de contrôler ce qu'on ne contrôle pas, parce qu'il y a le facteur chance, parce qu'il y a le facteur, rencontre et cetera? Ouais, exactement. En fait, je crois vraiment au concept de la chance. Tu vois, en fait, quand on parle de chance, il y a 2 écoles. Je pense qu'il y a l'école des gens qui disent que, bah, effectivement, il y a un destin et que peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on fait, on peut rien maîtriser. Moi, je fais pas partie de cette école-là. Il y a l'école à côté des gens qui disent: «On peut maximiser sa chance Mmh. par, toutes les actions qu'on mène au quotidien». Je pense que ça me correspond bien. Et puis attention, ça veut pas dire que je maîtrise tout. Au contraire, ouais, ça veut dire que, hem, je cherche à quand je suis à un endroit, je veux avoir un impact et je veux me sentir bien là où je suis. Et en fait, la prépa mentale, ça aide à ça. Tu vois, quand je fais de la méditation pendant 10 minutes ou 15 minutes, et ben, en fait, ça me permet de me rendre compte de petits signaux faibles que mon corps me donne.
Et puis ces petits signaux faibles, bah, je vais les retrouver quand je vais être en entretien ou quand, je vais être au téléphone avec quelqu'un ou donc ouais, après je me fais berner, hein. Il y a forcément des moments en ayant cette façon de faire où, je vais me planter. Mais c'est pas grave, parce que mon intention elle est là, et elle est bonne, tu vois? Pour moi, elle est bonne mon intention. Il y a ce truc-là et puis il y a le truc de penser aussi que tous les choix sont bons. Tu vois? Peu importe le choix que je fais, à partir du moment où j'ai choisi, il est bon. Mmh. Après je vais, forcément, analyser ensuite, une fois que tu vois, à un moment donné, je vais réussir à me dire: «Bon, bah, OK, là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a marché? Pourquoi ça a pas marché? Comment tu pourrais faire différemment la prochaine fois?» Mais en tout cas, quand je m'engage dans un truc, je le fais à 100. Comme toi avec le podcast Les Frappés, tu vois? Moi, j'étais d'ailleurs, bah, j'étais frappé et tu vois, le fait qu'on en fait, tu vois, on s'est pas parlé, quoi, avant. Ouais. Tu m'as dit feu, tu m'as mis le lien et puis c'était parti, quoi. Ça c'est enfin, ça je kiffe. En fait, dans l'intention, j'adore. Tu vois? Parce que ton marketing, il va avec ce que tu fais, quoi. Mmh. Yes, je vois. J'adore, j'adore, j'adore. Le ice cross du coup, si on en arrive sur le vif du sujet, comment tu parce que moi j'ai eu la chance voilà de voir une épreuve en vrai donc j'ai vu voilà c'était ça me parle à peu près mais comment tu l'é j'imagine que c'est pas tout le temps non plus le format des compètes de ice cross, ce que moi j'ai vu, ce que je décrivais au Québec là. Donc en quoi ça consiste la discipline et quelles sont les règles en gros, s'il y en a, en particulier qu'il faut avoir en tête? Ouais, alors le ice cross, c'est le sport sur des patins à glace le plus rapide du monde. Ah voilà, là ça pose le contexte. Voilà, donc c'est un sport où on fait la course, en descente, heu, avec des bosses, des virages, ce qu'on appelle des modules, des obstacles. Le but, c'est d'arriver le premier en bas. Dans Ah le donc c'est ice forcément, en descente, tu as forcément une notion de dénivelé? Alors, au niveau international, oui. D'accord, OK, Après en France, il y a des sélections qui se font en patinoire pour pouvoir, donc tu vois, par exemple, les championnats de France, et cetera, et pour pouvoir être qualifié pour les championnats du monde, les sélections se font en patinoire. Je pense d'accord. que c'est une connerie, mais bon après Ouais, parce que ça a c'est rien à voir non, en termes de tu vas à combien sur une patinoire au maximum sur une épreuve d'ice je cross? sais pas, peut-être 35-40 km/h. Ouais, donc quasiment moitié moins vite Ouais, que sur un parcours ouais. avec dénivelé quoi. Et puis surtout, c'est pas la même chose parce que tu vois, un dénivelé, c'est de la descente, donc tu as quasiment pas besoin de patiner, finalement, alors qu'en patinoire, bah, c'est que de la relance, tu vois? C'est que du patin, que du mais bon, écoute, c'est comme ça que c'est organisé. Je rentre dedans et puis quand j'y vais, j'essaye de performer, tu vois? Et je fais de mon mieux dans tous les cas. Et c'est un sport donc en fait qui est divisé en moi, la raison pour laquelle je fais ce sport, c'est pour la descente, hein. C'est pas pour être sur du plat, et donc tu vois, en championnat du monde, c'est un sport qui est divisé en 2 épreuves finalement. En fait, il y a 3 épreuves, mais la troisième j'en parlerai après. Il y a 2 épreuves qui sont visuelles. La première épreuve, c'est les épreuves de qualif. Donc là, c'est une épreuve individuelle. On se pointe en haut, du tracé et on descend tout seul et on a 2 chronos chacun, enfin 2 descentes chacun et donc nos temps sont enregistrés et c'est les 64 meilleurs temps pour les hommes qui sont sélectionnés pour faire ensuite une course à 4 contre 4. Mmh. Et puis ensuite les courses à 4 contre 4, sont les 2 premiers qui sont sélectionnés pour aller à l'étape d'après. Donc tu vois, ça va faire, 16e de finale, les 2 premiers sont sélectionnés, 8e de finale, les 2 premiers sont sélectionnés, quart de finale, demi-finale et pour aller jusqu'en finale. Voilà pour les 2 épreuves principales et ensuite la troisième épreuve, elle est avant, c'est l'épreuve des vestiaires. Parce qu'en fait, on est genre, 150 à 160 dans le même vestiaire, enfin c'est la jungle quoi, en fait. OK. Et donc d'un point de vue, équipement, enfin si on rentre un peu dans le détail, déjà les parcours, il y a une distance, il y a un temps, ça s'organise comment? Ouais, alors c'est des parcours, un peu comme au tennis où, tu sais, il y a des ATP 250, ATP 500, ATP 1000 et ben là, Ouais, au S-Cross, c'est pareil, il y a des 250, des 500 et des 1000 en fonction des difficultés du parcours et en fonction des retransmissions, télé. Donc c'est des parcours qui font, hem, minimum 4 mètres de large,
ça va entre 4 à 6 mètres de large en général, sur minimum 350 mètres de long. Donc c'est des parcours de glace, hein, Ouais. et la glace, c'est, de la glace, pourrie. C'est-à-dire c'est pas de la glace de patinoire qui est toute lisse, nous la glace, il y a des trous partout. On le voit pas à la télé, mais tu vois les 1 courses de ice cross, il manquait de glace, et ben, ils ont remplacé la glace par les trucs de poissonnerie, tu sais? Heu et donc ils ont mis, tu vois la glace pilée un peu, Ouais, qu'ils ouais. mettent et ben, ils ont bloqué bouché les trous avec de la glace de poissonnerie. Parce qu'il y avait c'était en Suède et qu'il y avait un marché, un marché la veille, quoi. OK. Donc ouais, au niveau des tracés, c'est comme ça. Il y en a, en Aut au enfin la saison dernière, par exemple, tu vois, on est allé en Autriche, en Finlande, au Canada, aux États-Unis, et il y a eu une course en France, mais elle a été annulée, parce que la glace était justement trop pourrie. Mais ouais et puis après on est équipés, comme des gars qui font et des filles d'ailleurs, parce que c'est un sport mixte, je l'ai pas dit, mais ouais, c'est un sport mixte, hein. Il y a aussi des nanas qui font ça et c'est assez impressionnant. Elles sont souvent plus malines d'ailleurs que les hommes dans leur choix de tracé, tu vois? Leur choix de trajectoire. J'aime bien les regarder moi pour voir, ça me donne des idées. C'est Heu mixte, mais du coup, vous pouvez, vous prenez le départ, ensemble? ah ouais non, je Ou me suis mal exprimé, pardon. Non, c'est, enfin tu vois, il y a catégorie hommes et OK. catégorie femmes. OK, OK. Et puis après, on est habillés comme des riders qui font de la downhill en VTT. Donc on a un casque de motocross avec des lunettes de ski, avec une dorsale, un peu comme les gars qui font de la moto, qui protège Ouais. la colonne vertébrale, qui protège, les épaules, les coudes. Après on a un short rembourré et puis, des genouillères, rembourrées et bien sûr des patins, ultra légers. Et du coup, là, je me posais une question par rapport à ça. Au niveau des gants, vous avez quelque chose de particulier ou pas? Les gants, en fait, on fait un peu ce qu'on veut. Il y en a qui mettent des gants de hockey, donc qui sont bien rembourrés, d'autres qui mettent des gants de ski et d'autres des gants de moto. Moi, je mets des gants, mais en dessous de mes gants, je mets, des protèges poignets, OK. pour éviter en fait, tu vois, j'ai 33 ans et j'ai pas envie de me reblesser. Je me suis déjà blessé pas mal de fois la première saison, j'ai pas envie de me reblesser, Ouais. donc Mais en fait, je te posais la question par rapport, alors je sais pas, hein, c'est peut-être une question, bête, mais je mettrai des liens vers des vidéos. Tu me conseilleras des vidéos, qui représentent bien l'ambiance d'une compète d'ice cross. Mais quand tu dis 4 mètres de large, sachant que vous êtes 4 à prendre le départ, en fait, vous êtes les uns sur les autres. ouais, Et quand vous chutez, en fait, enfin, je me rappelle que déjà au Québec, ça m'avait marqué, tu vois? C'était il y a ouais, 15 ans maintenant, je pense, 2011, ouais, 10 ouais, ans, c'est ah ça. ouais. Ouais, Je m'étais dit: «Mais enfin, ça c'est chaud pour les doigts, en fait». Parce ouais, qu'un patin, c'est hyper tranchant, vous êtes les uns sur les autres, il y a pas de place pour esquiver des fois. ouais. Ça arrive qu'il y ait des accidents où tu as un patin qui te passe sur la main? Ouais, ouais, il y a un gars là, ben, un Français là qui s'est fait râper les doigts là aux US, cette année. Ça arrive même, hein, que, tu vois, il y a des mecs qui aient la gorge tranchée ou des trucs comme ça, hein. C'est tranchant Ah! quoi, donc ouais, tu vois, les gens, ils souvent, quand et c'est normal parce que on fait souvent des analogies, mais quand je parle de ski cross, les gens, ils disent souvent: «Ah, ça ressemble au ice cross», pardon, bah, tu vois, je l'ai fait moi-même, ça ressemble au ski cross, Mmh. et en fait, c'est pas du tout pareil parce qu'on est vraiment proches les uns des autres, nous. Nos lames, en fait, elles font, 4 à 5 millimètres de largeur et 20 centimètres de long. Donc tu vois, on se touche, hein, pendant tout le tracé, on va toucher l'autre. D'ailleurs, on a le droit de se toucher, pour dire à l'autre: «Attends, je suis là, fais gaffe», et cetera. Donc c'est ça qui est un peu complexe à gérer dans le sport, c'est que finalement, tu vois, tu as l'impression que c'est un sport super cool, où on est tous super potes, et tout machin, mais en fait, moi, mon seul but, hein, quand je suis en haut, et que je suis sur la glace, c'est de tous les manger, hein. Tu vois, et pourtant à côté ça fait sport fun, tu vois? On est tous Ouais. potes, on est des riders et tout machin. Mais voilà et puis après, bon, bah, tu vois, moi je commence à comprendre, tu vois? Il y a certains riders qui sont dangereux sur la glace. Tu vois, tu as, ils s'en foutent, tu vois, que tu survives ou pas au truc, ils en ont rien à foutre. Enfin pardon, je suis un peu vulgaire, mais ouais, tu as tout type de riders. Tu as des Mmh. riders cool, tu en fait, c'est une école de la vie, quoi, finalement. Mmh. Mais on est un peu tous frappés. Et le chrono moyen, c'est quoi?
Tu disais que les Mmh, les distances changent, mais en moyenne, tu vois, le chrono le plus court et le chrono le plus on va dire les courses les plus longues, ça représente combien de temps? ouais, ça va de 20 secondes à 1 minute. Ah ouais, c'est 1 minute. Ah ouais, c'est hyper court, en fait. Ouais, c'est très, très court. Très, Et très comment court. tu fais pour, enfin, ça se passe comment, physiquement, psychologiquement, à la fin des 20 secondes, de la minute, tu es complètement rincé? Ou l'objectif, c'est justement de pas être mort, tout de suite parce qu'il faut que tu refasses des séries, pour les chronos? Ouais, bah, moi, j'ai la chance d'être entouré par, des gens incroyables. Mon préparateur physique, c'est Sébastien Durand. C'est le préparateur de l'ancien préparateur de Serena Williams et aujourd'hui, c'est le préparateur de Grigor Dimitrov qui vient d'intégrer le top 10, mondial et donc en fait, cette saison, j'ai une chance incroyable, c'est que toutes les courses, en fait, je les finissais, j'en avais encore sous la pédale, quoi. OK, Tant d'un point de vue mental que physique, parce que les 2 vont vraiment ensemble, quoi. C'est une fois qu'on a capté que le physique et le mental, ils vont ensemble, putain, la vie, elle devient géniale, quoi. Heu parce que tu as un et prépa mental aussi? ouais, 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 une prépa mentale, qui est incroyable, tu vois? On avec elle, on a travaillé la gestion des émotions, gestion du stress, la confiance en moi. Et on fait des trucs incroyables, hein. Tu vois, j'ai des mantras, que je me répète tous les matins, je vous les livre parce que c'est marrant, mais pour moi ça m'aide beaucoup, tu vois? Je me répète tous les matins, «Comme la sauterelle, je bondis et je surprends», «Comme le chat, je retombe toujours sur mes pattes», tu vois? Des trucs que j'ancre en moi, Ouais, et puis quand j'arrive devant l'obstacle et ben, je me dis: «Sauterelle», quoi, tu vois? Et puis là, en fait, trop bien. je sais que ça va bien se passer. Mais ouais, pour répondre à ta question, moi, je suis pas fatigué quand j'arrive en bas. OK. Heu bon après c'était le cas quand j'étais là enfin cette année au Canada parce que j'étais malade, quand j'ai fait la course donc bon, bah, là, il y a des circonstances un petit peu, particulières mais l'objectif c'est de pas être fatigué, ouais. Ouais, ouais. Ouais. OK. Et donc comment, le déroulé, par quelle phase est-ce que tu passes quand tu es en compétition? Tu as une phase, vous pouvez vous échauffer avant ou on vous appelle et là, vous montez et boum, ça part? Ouais. Mentalement, est-ce que toi tu as un sas? Là, tu viens d'évoquer un peu un système d'ancrage que tu utilises, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres phases, tu vois, par lesquelles tu passes avant que le chrono, s'enclenche? Ouais, ouais, il y a pas mal de phases. En fait, le ice cross, c'est un sport qui dépend vachement du climat. Tu vois, il faut qu'il fasse, des températures négatives sur, les 3 derniers jours, en gros, hein, les 3 jours avant la course et donc de temps en temps, bah, la course, elle peut être amenée à être déplacée, du jour au lendemain ou l'horaire, elle est décalée, les tu vois, on a des ordres de passage mais de temps en temps, il y a un mec qui peut se faire très mal donc du coup, ça va décaler de 30 minutes donc en fait, l'équilibre à trouver il y a plusieurs équilibres à trouver. Il y a un équilibre, qui est important pour moi, c'est de réussir à trouver l'équilibre entre humilité et confiance en moi. Ensuite, il y a un autre équilibre qui est important à trouver, c'est, un équilibre entre être détendu, mais être alerte et prêt au bon moment. Donc ça, c'est les 2 trucs principaux que j'essaye de gérer. Et ensuite, en fait, une fois que je suis sur le tracé, bah, finalement, c'est un peu comme dans la vie, tu vois? Le ice cross, bon, il y a plusieurs sports qui sont comme ça, hein, mais en gros, je dois avoir une stratégie, mais je dois réussir à m'adapter à la conjoncture, tout le temps. Tu vois? Et la conjoncture, en fait, c'est les autres, quoi. Parce que, les 3 autres bonhommes qui sont avec moi, je sais pas ce qu'ils vont faire, quoi. Je peux avoir mes lignes, je peux avoir ma trajectoire, mais si le mec il est devant, bah, je vais être obligé de faire autre chose. S'il se casse la gueule devant moi, je vais être obligé de faire autre chose s'il me pousse. Donc je suis toujours en mode adaptation. Le maître mot, je pense, pour ce sport, c'est adaptation. OK. Et tu parlais un peu plus tôt des 20 décisions à la seconde. Hem, Typiquement, est-ce qu'il y a une course, enfin, ou la course un peu classique, c'est quoi comme décision que tu dois prendre? Heu, Parce que des courses de 20 secondes, de 1 minute, finalement, c'est méga court. Ouais. C'est quoi? C'est des décisions sur le parcours, quand accélérer? Est-ce que tu peux pousser les gars, au-delà du fait de les toucher pour te signaler? Tu as le droit de les pousser, les tirer ou je sais pas, tu Ouais, vois, ouais, de alors, faire de la place? on a le droit de se toucher, mais rien ne doit être intentionnel. D'accord. C'est-à-dire que, en gros, si je suis en déséquilibre, si je suis en train de me casser la gueule et sans faire exprès, ben, je pousse l'autre, ben, j'ai le droit, quoi. Donc tu vois, ça laisse, une marge de manœuvre à l'arbitre.
Heu, mais ouais, il y a pas mal de prises de décision. Déjà, 1re prise de décision, c'est, où est-ce que je m'assois dans le vestiaire? Est-ce que je m'assois dans le vestiaire ou est-ce que je me prépare tout seul dans ma voiture? Où est-ce que je m'échauffe? Pour être dans un sas où je suis à l'aise. Et puis ensuite, c'est quand j'arrive en haut, quelle porte est-ce que je prends? Parce qu'on est 4 et on a des choix de portes. Tu vois la porte d'entrée, enfin le départ quoi. Donc quelle porte est-ce que je prends? Est-ce que je prends la porte, à l'intérieur? Est-ce que je prends celle du milieu? Est-ce que je prends celle à l'extérieur? Donc ça, il y a déjà ça par rapport à la trajectoire. Mais je sais que, OK, ah ouais, si je prends cette porte-là, le mec qui va se mettre à côté de moi, Lucas Delago, je sais qu'il envoie son pied droit avant son pied gauche. Donc ça veut dire que si je me mets à droite, et ben, s'il envoie son pied droit avant moi, il va me bloquer. Tu vois? Donc Mmh. il y a déjà ces décisions-là à prendre. Ensuite, il y a sur ce virage-là, est-ce que je prends l'intérieur plutôt que l'extérieur? Est-ce que avant le saut, je décide de freiner avant le saut pour pouvoir partir, heu et avoir plus de vitesse en sortant du saut? Ou est-ce que je décide d'y aller à bloc et d'arriver le premier au saut et ensuite, bah, prendre un petit risque, mais au moins je sors en premier. Est-ce que je décide de garder du jus, pour, la ligne d'arrivée ou est-ce que je donne tout dès le début? Donc tu vois, ça en fait déjà pas mal. J'ai dû en citer déjà, peut-être 7 ou 8. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est que ça, c'est que de la prise de décision et en fait, le plus difficile dans ce sport, c'est vraiment la charge mentale, hein. Enfin, je pense que dans quasiment tous les sports, tu vois, physiquement, les gens enfin, on est à peu près tous pareils. Enfin, je veux dire, on est tous préparés, quoi, physiquement quand on se lance dans un sport à haut niveau. Bah, toi, tu dois bien être, placé pour le savoir aussi, Loïc, avec le judo. Mais le mental, c'est vraiment important, quoi. Mmh. Oui, et puis comme tu dis, à un certain niveau, physiquement, il y a plus tellement de différence. Globalement, les profils sont enfin, c'est assez similaire donc là, ouais, l'enjeu, c'est d'arriver à trouver, sur quel autre aspect, du coup, de la compète tu peux te démarquer et prendre de l'avance et c'est clair que le mental ou la stratégie, prend toute son importance, du coup. Est-ce qu'il y a une course, toi, en particulier que tu as vécue qui t'a vraiment marqué parce qu'elle représentait un challenge particulier ou parce que tu as appris quelque chose? Qui a un peu changé ton approche du ice cross? Ah ouais, elles sont énormes tes questions, j'adore. Franchement, c'est trop cool. Ouais, ma course, il y en a eu putain, genre ouais, putain, il y en a 2 en fait. Allez, Heu, vas-y, tu as droit à 2. ouais, il y en a deux, elles se suivent en plus, donc l'histoire elle est cool. C'était cette année, c'était en Finlande. En fait, cette année en Finlande, la Finlande, c'est un pays qui est un peu particulier pour moi parce qu'il a des vibes et un karma que j'adore. En fait, c'est la première course où j'ai réussi à sortir premier au départ. Et où j'ai fait une course devant, en me sentant bien devant, tu vois? En étant en confiance et en me disant: «Mais en fait, je suis à ma place là», tu vois? En n'ayant pas peur que les mecs me doublent derrière, en me disant: «Putain, attends, faut faire gaffe, et tout machin». Non, j'ai fait la course devant et j'étais vraiment bien. Sauf que j'ai mis un petit coup de frein avant un module, et que du coup, le Finlandais, il m'est ratterri dessus, en fait. Il y a eu un saut et le Finlandais, il m'a ratterri dessus et je me suis fait doubler, j'ai fini troisième en fait. Donc ça, en fait, on pourrait croire que, cette course, c'était négatif parce que j'ai fini troisième, mais je l'ai pris comme en fait, ça a été une libération pour moi. Parce que, j'avais déjà fait des courses avant où, j'avais été premier, deuxième, mais où je m'étais fait doubler parce que en fait, bah, j'avais trop peu confiance en moi et j'y croyais pas quoi, en fait. Et là, cette course, j'y croyais vraiment quoi, et donc elle m'a servi de déclic cette course. Bon, j'ai fini troisième, j'étais super content de moi, et ça, c'est vachement important dans toutes les courses que je fais. En fait, à la fin, il faut que je sois content. Et ma façon d'être content, c'est que en fait, je me fixe 3 types d'objectifs. On pourrait y revenir plus tard si tu veux, mais je me fixe un objectif de process, que je maîtrise à 100. C'est qu'est-ce que je fais avant? Un objectif de performance, c'est, qu'est-ce que je dois mettre en place? Et puis un objectif de résultat, tu vois? C'est ta prep mentale qui t'a Ouais, ouais, eh bah, ouais. ouais, ouais, elle est passée par l'école, méthode Target ou Target, je sais jamais comment on prononce, mais Ah OK. ouais? Ouais, ouais, excellent. Ouais, c'est non, mais c'est top, c'est rigolo d'entendre ça. Ouais, bah, ouais et puis c'est génial, quoi, parce qu'en fait, en se focalisant sur le process, donc sur les trucs que je maîtrise, bah, en fait, le résultat,
je m'en fous en fait, Ouais. parce que je sais qu'il va arriver. Parce que j'ai confiance en mon équipe, j'ai confiance en ce que j'ai fait, et puis ça arrive pas tout de suite, c'est pas grave. Et en l'occurrence là, c'était ça. Tu vois, en Finlande, j'avais mis tout le process en place et puis, ben, le résultat était pas là, mais c'était pas grave. J'avais performé déjà puisque j'étais sorti premier au départ et puis j'étais content pendant la course. Et puis donc on s'envole avec, ma kiné, pour le Canada et en fait, le mercredi aprèm, bim! Ah non, le jeudi matin, jeudi midi, bim, je tombe malade. Donc on a, normalement le jeudi après, on a les entraînements, le vendredi, c'est les qualifs et le samedi, c'est la course. Donc le jeudi, je tombe malade, putain, grosse fièvre, cloué au lit et tout, mais je vais quand même à l'entraînement pour reconnaître le tracé. Hem, je dors, 14 heures la nuit, ma kiné, elle me fait à manger, je sors pas du lit, tu vois? J'étais vraiment mal, quoi. Et je suis sorti juste pour aller faire les qualifs en me disant: «Bah, en fait, là, ça sert à rien de stresser, tu fais avec ce que tu as, quoi. Tu es là, Mathilde, elle gère le truc, c'est la matinée, Mathilde, bah, f fais ce que fais avec ce que tu as. Et donc je me lance, je finis 14e des chronos, alors que d'habitude, j'étais, tu vois, plutôt dans les 30-35. Là, je finis 14e, incroyable, tu vois? Et puis en plus, je suis pas content de moi là. Là, je me dis, en fait, j'avais pas respecté la trajectoire que je voulais, et tout, en fait, j'ai le résultat était ouf, mais dans mon process, j'étais pas du tout fier, tu vois? Mathilde, elle me dit: «Putain, je la sens bien cette course et tout». Je dis: «Ah ouais, bah, OK, ben, moi je suis malade donc je vais me coucher là», tu vois? Et donc je retourne me coucher, le vendredi soir, cuit, le samedi, mais cuit, un mal de crâne et tout, mais vraiment affreux. J'arrive pas à choisir la porte, tu vois? Toute la journée, en fait, mon cerveau, il a tourné sur, est-ce que je prends, la porte tout à droite ou est-ce que je prends la porte, milieu droite, tu vois? Toute la journée, j'ai tourné autour de ça, et puis, arrive le jour de la course. En fait, j'ai sélectionné la bonne porte. J'ai réussi à battre en huitième de finale un mec qui était mon idole. En fait, le gars, ça fait 10 ans qu'il faisait du ice cross. Tu as dû le voir au Québec, il s'appelle Lucas Delago et je l'ai doublé et en le doublant, le mec, en fait, il est tombé derrière, tu vois? Et là, c'est pareil, c'est un j'avais fait cette course, l'année passée, donc il y a 2 ans au Québec et il était là, dans la course que j'ai faite aussi à 4. Et juste avant la course, Lucas, je lui ai dit donc il y a 2 ans, je lui ai dit: «Putain mec, je suis trop content, tu mon idole et tout machin», donc je l'ai saucé juste avant la course, tu vois? Et en fait, bah, je me suis complètement déconcentré et puis j'ai fini troisième. Et là, pour cette course-là, je me suis dit: «Mais en fait, là, je vais jouer avec lui», tu vois? Je me suis échauffé et entraîné devant lui, dans le vestiaire, tu vois? Pour lui montrer que j'étais là, quoi, et en fait, j'ai joué avec ses nerfs au début, juste avant. Je lui ai demandé: «Mais alors, tu vas sélectionner quelle porte et tout, machin?» Et il savait pas, en fait. Et donc du coup, bah, finalement, j'ai réussi à finir, 1er de cette course-là, donc en huitième. Après en quart, pareil, je sais pas, j'étais porté par un truc qui était plus grand que moi, en fait, tu vois? J'étais, je sais pas comment dire, dans un état de flow, incroyable. Hem, heu, tout ça parce que j'avais décidé de me mettre all-in et puis, que je stressais pas, et que je faisais avec les moyens du bord, quoi. Je pense que ça, c'est le truc clé pour moi, c'est de faire avec les moyens du bord. On n'est pas parfait, on a tous des défauts, C'est clair. par contre, on peut tous donner le meilleur de nous-mêmes, quoi. C'est super intéressant, l'exercice, enfin la méthode, l'approche que tu as travaillé avec ta prep mentale sur les 3 objectifs. En fait, pour ouvrir une petite parenthèse, cette méthode, enfin c'est un peu la bible de la prépa, mentale, la méthode Target. Je crois bien que ça vient de lui, hein, je suis pas certain, mais il me semble que c'est là-dedans que j'ai lu. En fait, ils se sont rendus compte dans des études, faites sur des sportifs de haut niveau, alors aux États-Unis, mais c'est sans doute duplicable à beaucoup de sportifs de haut niveau d'autres nations, que il y avait un lien, en fait, il y a plusieurs liens. Il y a un lien qui est évident entre les sportifs et les sportifs qui ont uniquement des objectifs de résultat et la blessure. Et il y a aussi un lien entre les sportifs et sportifs qui ont que des objectifs de résultat et leur, longévité, on va dire, notamment, mentale dans le sport. Tu vois? OK, Leur capacité à prendre du plaisir et cetera. Et en fait, ils se sont aperçus que le meilleur combo, le combo le plus efficace, en termes de performance globale de l'athlète, et ben, c'était, le combo justement objectif de résultat, objectif de process, objectif de performance. Parce que du coup, objectif de résultat, en fait, il y a tellement de paramètres que tu contrôles pas.
tu es malade, la glace est pourrie, ton adversaire, ce jour-là, bah, boum, il est en état de flow, ton patin pète. Il y a trop de trucs sur lesquels tu as pas de maîtrise. Alors que les objectifs de performance, là, c'est toi vis-à-vis de toi-même et objectifs de process, bah, finalement, ça, tu le contrôles, voilà, tu le maîtrises. Hem, donc Ouais, donc c'est voilà ça. voilà l'intérêt, en fait, d'avoir ce triptyque, d'objectifs. Ah bah, je connaissais pas, tu vois, la méthode et les tests qui ont été faits, mais ouais, c'est en tout cas, je peux confirmer tout ça. Yes. Trop bien. Tu dirais du coup, donc là, ça fait 2 ans que tu fais du ice cross. Qu'est-ce que toi, à titre perso, puisqu'on a bien compris que tu es multicasquette, donc tu fais pas que ça. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté cette pratique, finalement, tu vois, dans ton quotidien d'entrepreneur, dans, ce que tu fais, auprès de cette école, et globalement à toi en tant que personne, en quoi le Antonin d'aujourd'hui, il est différent du Antonin, qui s'apprêtait à quitter BlackRock? Ouais, en fait, j'ai trouvé une raison d'être avec le ice cross. C'est Hem, puissant ça. ouais, et puis, tu vois, j'ai conscience que cette raison d'être en tant qu'athlète, elle va pas être, éternelle. Par contre, je veux construire quelque chose dans le ice cross. Tu vois, je j'ai envie de laisser une trace et je sens que je fit, tu vois, dans le ice cross. Je suis à ma place, quoi, tu vois? Et en fait, toute ma vie, elle est organisée autour, de mon objectif, tu vois, sportif qui est de devenir champion du monde aujourd'hui. Comment on va le faire? J'en sais rien. Si on va y arriver, je me donne les moyens pour le faire. Et comment j'en sais rien, ouais. Ça m'a ouvert plein de portes, en fait, d'être, moi-même et de trouver, ma raison d'être. Parce que, ben, en étant heureux dans ce que je fais, bah, finalement, je rencontre des gens qui sont aussi heureux, dans ce qu'ils font. Et puis ça me donne du courage, en fait. Le ice cross, c'est un sport quand même où on doit, dépasser ses peurs, quoi, tout le temps. Sur chaque tracé, il y a un obstacle ou une prise de vitesse qui va faire en sorte que, de me mettre dans une zone d'inconfort. Donc le ice cross, ça en de manière technique, si tu veux, ça m'aide à être à l'aise dans l'inconfort. Mmh. Et en tant qu'entrepreneur, l'entrepreneuriat, je pense c'est exactement ça. Alors elle est très courte, hein, mon expérience d'entrepreneur, j'ai que 2 ans, tu vois? Mais j'étais dans plein de situations où j'allais vers l'inconnu, quoi. J'ai appris à me dire: «Ben, là, je vais vers l'inconnu, mais je sais que c'est le bon inconnu, quoi. C'est celui-là que je veux». Hem, et puis, dans l'aspect, transmission, il y a 2 volets. Il y a le fait que, bah, je donne des cours, tu vois, de ice cross à Albertville, pour les kids locaux et puis il y a l'aspect, transmission avec les élèves, de mon école extraordinaire qui Mmh. eux, en fait, ils arrivent grâce à ça, ils arrivent à pouvoir s'identifier à moi, dans le sens où je leur dis: «Ben, regardez, moi j'ai fait une école comme vous», tu vois? J'étais en galère parce que c'est des petits qui arrivent, ils sont en situation de détresse, tu vois? Quand ils arrivent à l'école, il y en a qui ont fait des tentatives de suicide, d'autres qui ont été harcelés, tu vois? Le harcèlement fait aussi partie de ma vie, quotidien même de sportif, tu vois? Et ils ont des grandes difficultés, sociales. Et donc de pouvoir, trouver un gars, qui est pas trop loin de leur âge, tu vois? Qui a pas 70 balais, qui, a fait une école comme eux et qui a l'air heureux. Ben, eux, ça les aide, à progresser et moi, putain, ça m'aide énormément aussi, en fait, parce que je peux exprimer des choses de manière simple, hem, pour déjà voir si je les ai compris. Parce que la transmission, c'est ça qui est génial dans la transmission, c'est qu'en expliquant aux autres, en décomposant des mouvements, et ben, en fait, on se rend compte de si on a vraiment bien compris et on répète aussi, en faisant Mmh. ça. Et puis surtout, c'est une richesse incroyable les enfants, parce qu'ils ont pas de filtre, parce que, ils sont sans jugement, et c'est tout ce dont notre société elle a besoin, aujourd'hui, je pense. Ouais, c'est un super beau message.
Super beau message. Ça fait plusieurs fois que là enfin plusieurs fois, tu on a bien compris là aussi que tu étais, voilà, que être sportif à ton niveau, c'est aussi savoir bien s'entourer. Comment est-ce que tu finances tout ça du coup? Est-ce que c'est ton activité entrepreneuriale, qui suffit pour payer, tout ce qu'il y a, autour de toi dans l'ice cross? Ou est-ce que tu as dû trouver, d'autres choses? Est-ce que tu es sponsor? Est-ce que la fédé prend en charge une partie de tout ça? Ouais, ben, en fait, le financement, c'est la partie la plus compliquée. Bienvenue Hem, en France. ouais, c'est c'est ultra compliqué. En fait, j'étais obligé d'essayer de me creuser la tête, tu vois, pour me faire financer. On n'a pas trouvé le modèle encore. Je pense qu'on n'est pas loin, mais on n'a pas trouvé le modèle. Alors j'ai pas, comme certains ice crosseurs, j'ai pas, des milliers de followers sur Instagram. J'ai pas, tu vois, ouais, j'ai pas des milliers de followers sur Instagram. Par contre, ce que je sais faire, moi, c'est transmettre aux entreprises. C'est aller dans les entreprises et transmettre mes valeurs, mais aussi des clés, que j'utilise, au quotidien en tant que sportif, pour performer. Tu vois, cette clé de l'objectif de processus, performance et Mmh. résultat, ça, c'est adaptable au monde de l'entreprise. Et donc je vais faire des conférences dans les entreprises et puis on fait des ateliers participatifs dans le cadre duquel, ben, en fait, dans le cadre desquels on va, ancrer certaines choses. Tu vois, par exemple, on a fait, des ateliers, où chacun s'est fixé un objectif de process, de performance et de résultats. Hem, on fait des ateliers aussi basés sur la frustration pour amener, les entreprises à innover. Et puis je pars quand même du principe, moi, tu vois, que la vie est un échange et la façon dont j'aimerais, faire perdurer, tu vois, mon histoire dans le ice cross, grâce au financement, j'ai envie d'apporter, moi, aux gens qui me financent. Hem Les crédits d'impôt, c'est cool, mais bon, tu vois, il y a pas de lien particulier si ce n'est que l'argent. Et donc aujourd'hui, ce qu'on fait, donc j'ai fait une campagne KissKissBankBank l'année dernière, OK. avec, différents, lots. Tu vois, il y avait des lots, c'était, des apéros virtuels sur, comment je me prépare mentalement, des apéros virtuels sur qu'est-ce que c'est qu'être au potentiel. D'autres, c'est des photos dédicacées, d'autres, c'est des maillots, d'autres, c'est des interventions en entreprise. Donc on a fait ça. Le modèle est pas pérenne parce que, bon, ben, tu vois, je peux pas refaire ça tous les ans, c'est une charge mentale qui est incroyable. Et donc là, mon associé et le père d'un pote, vont monter une asso. Bah, là, ils viennent tout à l'heure, là, tu vois, ils viennent, manger à la maison pour qu'on lance l'asso. Donc on va lancer une asso qui va s'appeler, Ice My Ride, pour développer le ice cross. Parce qu'effectivement, la fédé, française en tout cas n'est pas, motrice dans notre développement, en fait je fais tout seul, et que j'ai besoin d'aide parce que je me rends compte que j'arriverai jamais à être champion du monde si je dois m'occuper des financements tous les ans, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, on lance une asso, s'il y a des entreprises qui ont envie de projets nouveaux, avec, des gens, motivés et qui ont souvent beaucoup d'idées, ben, on est chaud pour parler d'abord. Avant de parler d'argent, on est chaud pour parler, pour voir, ce qu'on peut faire ensemble. Nous, on a un projet, cette année, c'est de faire un film, sur le ice cross parce que justement c'est des images, et un sport qui est spectaculaire. Et donc on a pour projet de se faire accompagner par, 2 ou 3 caméramans cette année avec un scénariste, pour faire un film, documentaire sur le ice cross, quoi. Génial. Donc ça sortirait, avant fin 2024 ou sur 2025 du coup? Ouais, Pour la ouais, pendant 2025. En gros, l'idée, c'est ouais, que on va sélectionner, tu vois, 3 ou 4 riders. Et puis, l'idée, ce serait qu'ils nous suivent pendant nos entraînements, les caméramans nous suivent pendant nos entraînements, pendant la saison, et pendant le hors saison, pour faire découvrir l'ensemble du spectre du ice ouais, cross, tu vois? un Et vie donc ma vie là, quoi, ouais, c'est ça, c'est ouais. ça. Ouais, donc là, on recherche des partenaires pour ça, tu vois? Heu donc ouais, tu vois, on peut amener de la visibilité, on peut amener, des rencontres avec des sportifs, qui viennent de plusieurs horizons. Parce que, tu vois, moi, je suis entrepreneur, mais il y en a un autre qui bosse chez Coca. Tu en as un autre, qui enchaîne, qui a 3 boulots, d'autres qui font que ça. Donc
on a des spectres assez larges, bien qu'on soit tous, frappés, quoi. Ouais. Yes. Et en termes de grosses échéances de compète, c'est quoi que tu as dans le viseur là? Bah, là, il y a les prochains championnats du monde, qui sont l'année prochaine, donc c'est tous les ans les championnats du monde en fait de, fin décembre à fin février et ce que j'ai surtout dans le viseur, et c'est pour ça que je te parlais de raison d'être, c'est que, il y a les JO qui sont probablement en France en 2030. JO d'hiver. Nous, on n'est pas encore aux JO, en tant que sport. J'aimerais beaucoup, tu vois, participer, aux JO 2030, avec le ice cross. Donc, tu vois, en fait, j'ai 3 objectifs en gros dans le ice cross, c'est transmettre, heu devenir champion du monde et amener le sport aux JO, quoi. Génial. C'est ambitieux, mais je pense que dans la vie, il faut l'être, Bah, ouais, c'est clair. voilà et puis surtout l'énoncer son ambition. Parce que Ouais. quand on l'énonce au moins, derrière on est obligé de respecter ses paroles. Ah Si on bah, ouais, arrête ouais, d'écouter, là, ouais, là, il y a quelques milliers de personnes qui vont t'entendre donc c'est là, bon ouais, ça, c'est énoncé. c'est cool. Trop bien. Bah, écoute, merci Antonin, c'était passionnant. On a parlé de pas mal de facettes différentes de ton parcours, du ice cross, de haut potentiel, tu vois? J'avais pas du tout prévu ça parce que je découvrais ça avec toi, mais c'était super intéressant. S'il y a des gens qui veulent, te suivre, échanger potentiellement, c'est quoi le mieux? C'est Insta, LinkedIn? Tu as un site? Ouais, bah, tout ça, Tout ça. Insta Antonin Chiberch, LinkedIn Antonin Chiberch et puis, site internet de notre boîte s'appelle Lonegazer, mélange entre alone et together. Donc il y a un site internet, il y a des vidéos, il y a tout ça et puis, bah, moi je serais ravi de continuer nos conversations Loïc, j'ai vu que tu faisais de temps en temps comme des séminaires, j'ai vu ou des choses comme ça, C'est ça, les week-ends des frappés. ce serait avec plaisir de pouvoir me joindre à vous, dans un week-end de frappé. Putain, ça va être énorme. Bah, écoute, trop bien. On va organiser ça. Est-ce que toi, il y aurait peut-être un dernier message que tu voudrais faire passer? On a parlé de pas mal de choses, mais un aspect en particulier de ce sur quoi on a échangé que tu voudrais souligner ou peut-être quelque chose qu'on n'a pas évoqué qui te tient à cœur? Ouais, je pense que la vie, elle est trop courte pour être normale, il faut rester extraordinaire. J'adore. Trop bien. Et ben écoute, merci beaucoup Antonin. Très très bonne continuation et puis je te dis à une prochaine. Merci à toi Loïc, c'était génial. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet échange avec Antonin jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura donné la patate et que vous en aurez appris un peu plus sur l'ice cross et en particulier sur le parcours encore une fois assez singulier d'Antonin. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à un maximum de personnes autour de vous. Et de manière générale, si vous appréciez les frappés et le contenu que vous y trouvez, eh bien n'hésitez pas à en parler là aussi autour de vous. Le bouche à oreille est une manière très efficace de donner encore plus de visibilité à mes invités. Vous pouvez également rejoindre le groupe des tipeurs, les auditrices et auditeurs qui soutiennent financièrement le podcast. Il y a un certain nombre de frais fixes associés au fait d'avoir un podcast tout simplement. Donc chaque contribution compte et permet au podcast de maintenir une certaine forme d'indépendance. Un grand merci une nouvelle fois pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.